Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh ben, on va y aller. Non. Oh, t'es toujours en mute. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. Ça marche il y a 2 C'est secondes. comme en meeting. T'es en mute, Yoann. 1, 2, 1, 2. C'est le même micro qu'avant. C'est le même micro qu'avant qui marchait il y a 2 secondes. 1, 2, 1, 2. Non, je ne suis. Il y a écrit que c'est sur on. Ouais, ouais. Ça marche. Ah, c'est bon, je ne suis plus mute. Ok, ok. Je vais me mettre par là. Eh ben, bonjour à tous. On va démarrer après cette keynote pour parler de créer des applications web qui vont tirer parti de multiples écrans. Donc, je vais commencer par une petite intro d'historique. Et d'abord, on va commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Johan. Voici Olivier. Salut. Et on travaille tous les deux dans l'équipe des relations développeurs chez Microsoft. On est tous les deux particulièrement attirés par tout ce qui est techno-web. Donc, pour commencer la petite histoire, ça remonte à il y a pas mal de temps. Je ne sais pas si tout le monde parmi cet amphi a connu les prémices un peu du web. On remonte à peu près une trentaine d'années. Qui se souvient du web tant qu'il était encore uniquement dans ce format-là? On ne parlait pas encore de web mobile, on ne parlait même pas de web, il n'y avait même pas trop encore vraiment de laptop, c'était la bonne grosse machine sur son écran. Ça a évolué, il y a pas mal de nouveaux devices qui sont arrivés avec le temps, notamment tous les form factors qu'on connaît aujourd'hui, donc les laptops, les tablettes, les téléphones. Et à un moment donné, quand il a fallu adapter finalement la façon de créer des sites web pour toutes ces nouvelles machines, quelqu'un qui a eu une idée pas trop mal, qui s'est dit, et si on allait faire des applications qui étaient responsives plutôt que de créer finalement une version du site pour la version desktop, une version du site pour la version mobile et X versions pour les différents devices, si on n'en crée qu'une seule, mais qui va être capable de s'adapter à tous ces différents formats. Et c'est là où on a commencé à parler de responsive design. Mais il y avait toujours quelque chose qui clochait un peu, surtout parce que on était des développeurs, finalement on avait pris l'habitude de développer des applications, ok, on avait le grand écran, on met un peu toutes les fonctionnalités qu'on a. On avait nos super media queries qui nous permettaient finalement de se dire ah ok, on a des écrans un peu plus petits, on va peut-être cacher certains éléments qui ne rentrent pas. Et au final, on s'est rendu compte avec le temps que cette approche-là ne marchait pas tellement, parce qu'au final, le fait de se dire on développe d'abord pour le grand écran et on adapte après sur les différents écrans un peu comme on peut, souvent la plupart du temps, ça collait pas trop. Déjà parce que finalement, le device qui était plus petit à la sortie, c'était le téléphone, qui est aussi le moins puissant, en tout cas à l'époque. C'était celui qui se retrouve à faire le plus de boulot. Donc, il y a toujours quelque chose qui clochait. Et c'est là où quelqu'un d'autre a eu une bonne idée, de se dire finalement, peut-être que la bonne approche, c'est de tout renverser et de se dire, on ne va pas commencer par la version grand écran, on va commencer d'abord par le plus petit dénominateur commun, c'est-à-dire la version mobile d'abord. Et après, éventuellement, rajouter des éléments de design pour enrichir l'expérience, finalement, si on a plus de place. Tu viens de me couper ma zapette, c'est bon. Et on a eu d'autres nouveaux devices qui sont arrivés avec le temps. Donc là, je vais faire un petit bond parallèle. Alors, c'est pas ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est que ce machin qui était là à l'époque? Levez la main. Ah, je me sens moins seul. Il y a un peu des anciens par là. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça, c'est un des premiers, on va dire, jeux électroniques grand public sortis par Nintendo en 83, si je ne dis pas de bêtises. Finalement, c'est un des premiers devices double écran, grand public, portable, qui est sorti. Alors, écran LCD un peu sommaire de l'époque, mais voilà, c'était très sympa. Mais c'est pas vraiment de ça dont on va parler aujourd'hui, parce que c'est encore plus vieux que le web. Le web est arrivé après, finalement, la sortie de ce device-là. Un autre, toujours aussi intéressant, qui connaît ça parmi vous? Ça devrait être un peu plus récent, voilà, j'ai un peu plus de mains levées. La Nintendo DS. On reste dans un device grand public, console de jeu, double écran, cette fois-ci qui apporte le support du tactile, quelque chose qu'on connaît bien justement finalement avec tous nos smartphones aujourd'hui, nos tablettes, où le tactile est devenu un moyen justement d'interaction un peu omniprésent. Mais là, on est toujours finalement en 2004, avant l'arrivée du web mobile. Pour rappel, l'arrivée du web mobile tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est à peu près 2007 avec la sortie de l'iPhone, 2008 pour l'arrivée d'Android, donc voilà, ça arrive encore quelques années après. Donc on avance encore un peu, on reste toujours chez Nintendo avec l'arrivée de la 3DS. Alors, vous me direz, pas trop de changements. Il y a quand même un truc de différent, c'est que déjà, cette fois-ci, on est en 2010, donc après l'arrivée des iPhones, des Android. On est toujours sur un device grand public, double écran, tactile, mais qui inclut pour la première fois un navigateur web.
on peut commencer vraiment à parler de se dire, voilà, c'est vraiment le précurseur finalement des devices multi-écrans, mobiles, et qui sont capables de faire tourner des applications web. Et là, on va faire un bond gigantesque de 10 ans en avant pour arriver en 2020 où beaucoup de devices finalement multi-écrans ont commencé à apparaître, dont la Surface Duo présente ici, mais aussi pas mal d'autres form factors. On a les Galaxy Fold qui se pliaient dans la hauteur, dans la largeur. On a des devices aussi type laptop qui commencent à intégrer justement plusieurs écrans, d'autres form factors comme le LG où ils ont essayé un peu des trucs bizarres pour voir ce que ça pouvait donner. Bref, on arrive voilà, à une autre finalement famille de devices où on peut se retrouver à avoir un grand écran éventuellement qui se plie ou plusieurs écrans splittés, à voir comment on s'en sert, ou justement la question qu'on se pose c'est comment on va pouvoir tirer parti de ces nouvelles expériences pour améliorer nos expériences web, nos applications web telles qu'on les conçoit aujourd'hui. Et donc, où est-ce qu'on démarre? Finalement, pourquoi je vous ai fait toute cette petite intro avant de parler de ça, c'est que on a déjà pas mal défrayé le chemin lorsque le web mobile et des différents form factors sont arrivés, et finalement, rajouter le support du multi-écran sur nos devices mobiles, est-ce que ce ne serait pas simplement rajouter finalement une autre cible de responsive design? On avait déjà desktop, laptop, tablette, téléphone. Est-ce que finalement dual screen, ce n'est pas juste une autre cible parmi toutes celles qu'on supporte déjà? Et je vais laisser la main à Olivier. Juste un petit warning, c'est que tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment hautement expérimental. Les API sont encore pas très sèches, comme vous allez le voir. Et donc, c'est pas encore prêt pour la prod, mais voilà, on vous montre un petit peu un aperçu de ce peut-être à quoi vous allez être amené à développer, à utiliser dans les années à venir. Exactement. C'est là pour la suite? C'est ça. Exactement. Je remets un petit coup de disclaimer, mais tout ce qu'on va vous montrer, ne l'utilisez pas en prod tout de suite. Pour la petite histoire, comment ça marche très brièvement les standards web, parce qu'on va parler d'API web standard, c'est des organisations type W3C, ECMA Comité, etc., qui se réunissent et qui discutent à quoi pourraient ressembler les API web. Et ça prend du temps. Il y a plein d'acteurs qui sont impliqués. Il y a Microsoft, vous avez Google, Mozilla, vous avez Apple, vous avez PayPal, Facebook, enfin plein d'acteurs qui se réunissent. Et l'idée, c'est de trouver les meilleures API possibles, parce qu'en plus, c'est un peu la malédiction du web, mais une fois que vous avez sorti une API, vous ne pouvez pas vraiment revenir en arrière et casser tout ce qui a été fait avant. Donc voilà, ça prend du temps, c'est encore en draft, on verra que le draft bouge aussi. Il faut bien l'avoir en tête. Alors, Johan a parlé de responsive design. Quand on pense à responsive design, la première chose qui nous vient en tête, c'est les media queries. Donc la première chose à laquelle on a pensé, c'est faire des media queries, donc une media query qui s'appelle screen spanning. Donc on s'est dit, on va avoir deux valeurs possibles. Si vous prenez ce qu'il y a sur votre gauche avec les deux écrans qui sont alignés sur un axe horizontal, donc vous avez une media query screen spanning single fold vertical, et vous avez une media query single fold horizontale quand les écrans sont l'un sur l'autre. Vous allez trouver que ça n'a pas vraiment de sens, mais si, ça en a un finalement. C'est parce que c'est par rapport à la charnière. Donc quand les écrans sont alignés sur l'axe horizontal, la charnière, donc le fold, est vertical, et c'est pour ça qu'on a cette media query là. Ça, je vous le montre. Retenez-le parce que dans la démo, on vous le montre, mais quand on le disait juste avant, comme le draft évolue à une certaine vitesse et plus vite que les navigateurs, ça marche dans les navigateurs aujourd'hui, mais dans le draft des spécifications, aujourd'hui, c'est déjà plus qu'il y a dedans. Donc on vous le met là, parce que pour la démo, c'est ce que vous verrez quand même. On a aussi des variables d'environnement en CSS qui ont été ajoutées. On en a trois principales qui sont utiles. On a le fold left, donc vous appelez avec env fold left, qui vous donne la fin du premier écran, ou du premier... là, je parle d'écran, mais je fais souvent l'abus de langage, finalement, c'est des viewports, on parle de viewport. Parce que c'est comme sur l'ordinateur, vous faites du responsive design, ça ne dépend pas de la taille de votre écran, mais de la taille de la fenêtre. C'est que sur un mobile, souvent, c'est un peu la même chose. Donc, on a la fold left qui vous donne la fin de ce premier écran. Vous avez un fold height qui va vous donner la hauteur. Et un qui est assez intéressant, c'est le fold width, qui va vous donner la largeur de la charnière. Alors, il y a des téléphones comme le Galaxy Fold qui n'ont pas de charnière, parce que c'est un seul écran qui se plie. Il y a des téléphones comme celui qu'on va vous montrer, comme le Surface Duo, où là, il y a une charnière au milieu, donc il faut la prendre en compte, et on verra ça dans les démos. Alors, comme je le disais, ça, retenez-le un petit peu, parce que c'est ce qu'on verra dans la démo. Aujourd'hui, dans le draft, c'est plus ce qu'il y a de prévu. Savoir que le draft évolue à une vitesse, les navigateurs implémentent derrière, donc évolue à une autre vitesse. Aujourd'hui, ce qu'il y a dans le draft, donc qui n'est pas encore implémenté, c'est une autre media query.
Finalement, ils ont réfléchi, ils ont pris les retours de la communauté. Hein. Toutes les discussions sont publiques, vous pouvez aller sur GitHub et participer. Vous pouvez tester et dire ce que vous en pensez. Et aujourd'hui, on partirait plus sur quelque chose qui ressemble à ça, avec un horizontal viewport segment. Donc si vous prenez ce qu'il y a sur votre gauche, Media Query, horizontal viewport segment 2, donc deux viewports sur le segment, sur l'axe horizontal, et un viewport segment 1 sur le vertical. Et à droite, vous avez l'inverse, donc un seul sur l'horizontal et deux sur le vertical. Donc là, on parle en chiffres, ce qui est beaucoup plus flexible. Finalement, on s'est dit, aujourd'hui, ça ressemble à ça, on a deux écrans, on commence à avoir des choses avec trois écrans, mais on s'est dit qu'avec des numéros, du coup, on pouvait en tout cas anticiper dans le futur si on avait d'autres choses. Si vous voulez aller voir ce genre de choses, il y a le lien de l'APR là pour ces changements. Et du coup, on pourrait imaginer dans le futur des choses comme ça, parce que ça, c'est du coup possible. Avoir un Media Query avec un horizontal viewport segment 2, donc deux écrans sur l'axe horizontal, et un viewport vertical segment 2, et donc deux écrans sur l'axe vertical. Je ne sais pas comment un tel device pourrait se plier et rentrer dans une poche, mais voilà, on se dit que potentiellement dans l'avenir, on pourra avoir ce genre de configuration, et donc on va prévoir directement les API aujourd'hui. Ça va, vous suivez? OK. Donc par exemple, si j'ai une Media Query qui ressemble à ça, horizontal viewport segment 2, et que je mets un background color yellow, c'est 1, 2, 3, 4 ou 5 qui se met en jaune. 4, 4. Effectivement, donc voilà, si j'ai Media Query finalement avec ce CSS là décrit, je vais avoir effectivement mon téléphone une fois qu'il est ouvert, le background qui se met en jaune. Ça c'est pour le CSS. Si on passe côté JavaScript, parce que des fois on veut pouvoir manipuler aussi effectivement l'interface depuis du JavaScript. Aujourd'hui, ce qui est implémenté dans les navigateurs, encore une fois, on a ça. Sur l'objet Windows, vous avez un get Windows segment qui va vous renvoyer un JSON avec la liste des viewports ou des écrans en l'occurrence. Encore une fois, ça, on va le montrer dans la démo parce que c'est implémenté dans le navigateur. Mais depuis que les navigateurs ont implémenté et qu'on a fait le talk, ça a changé déjà dans le draft de l'API. Encore une fois, à travers des retours des communautés. Et ce qu'il y a dans le draft aujourd'hui, mais qui n'est pas encore implémenté, c'est ça. Donc sur l'objet window.visual-viewport, vous avez un objet segments qui va vous renvoyer la liste des segments, viewport, fenêtres, écran, you name it. Et on va pouvoir faire des choses avec. Vous verrez avec les téléphones, on verra tout à l'heure, mais même un téléphone comme le Surface Duo, quand vous l'ouvrez complètement, il pense, et que vous le retournez, il pense qu'il n'y a qu'un seul écran. C'est vraiment que si vous l'avez ouvert en mode livre devant vous, qu'il pense qu'il y a deux écrans. Donc il faut savoir que ce n'est pas toujours un device qui a deux écrans quand le navigateur, quand vous appelez cette méthode. Donc, vous allez pouvoir tester combien il y a d'écrans. Vous êtes sur un téléphone, comme vous en avez aujourd'hui, il n'y aura qu'un seul écran. Puis après, vous pouvez boucler dessus. Et puis pour chacun des viewports, avoir sa taille, sa position, puis après, du coup, interagir avec. J'ai mis un petit dessin là, juste pour un petit rappel. C'est pas parce que vous avez la taille d'un écran, c'est un raccourci qu'on pourrait faire en se disant je récupère le premier écran et puis finalement ils ont tous la même taille. Pas forcément. Et encore une fois, on parle en termes de viewport et pas d'écran, parce que si jamais je prends mon téléphone à l'horizontale, effectivement, toutes mes fenêtres Chrome ou Edge ont la même taille, mais rien que le fait de le retourner, vous l'avez dans ce sens-là, vous voyez que le viewport A est plus petit que le B, parce que vous avez toujours la barre d'adresse en haut. Donc voilà, pas partir du principe que vous avez la taille d'un viewport et vous avez toutes les tailles de toutes les viewports. Alors, on a aussi la possibilité donc, de faire des choses comme ça. Finalement, on peut mettre des event listeners sur le resize dans votre navigateur qui vous permet d'avoir la nouvelle valeur des segments. Donc, si jamais vous retournez votre téléphone ou vous l'ouvrez, vous avez cet événement qui est trigger et vous pouvez du coup savoir si il y a plus ou moins d'écran parce qu'il a été ouvert. Un super exemple. Tu nous parles de ça? Une super autre API? Voilà, donc il faut voir que quand on commence à arriver sur des devices qui se présentent comme ça, donc on a le mode, forcément, où on le met à plat, tout va bien, enfin j'ai envie de dire presque tout va bien, mais il y a tous les modes intermédiaires aussi où on peut se dire finalement est-ce qu'on pourrait pas faire des choses intéressantes lorsque le téléphone est à moitié plié, où on est peut-être en mode laptop un peu sur le côté, comme on se dirait, voilà, on a le truc posé sur une table et l'autre écran un peu à la verticale, ou carrément à l'envers, soit en mode finalement tablette, en mode on a un écran de chaque côté, ou en mode tente posée sur une table, où on peut avoir peut-être deux personnes qui voient des choses différentes. Voilà. Est-ce qu'on n'aurait pas finalement des postures différentes, où ça pourrait être intéressant de tirer parti de ces avantages-là, puisqu'on a des devices qui se plient. Bon, c'est pas tous les devices, par exemple, qui peuvent se plier à l'envers. Bon.
On a des avantages, des inconvénients, on a une charnière, on peut aller un peu plus loin. Quand l'écran est continu, on peut peut-être pas forcément faire ça. Donc voilà, il faut s'adapter un peu à tous les différents contextes. Et donc ça tombe bien, c'est que, il faut que je récupère la zapette. Voilà, on a une API aussi qui est en draft, qui s'appelle la Device Posture API, qui va nous permettre aussi de récupérer cette information-là finalement. Et la posture, ça va être quoi? Finalement, c'est l'angle du device, l'angle d'ouverture. Et on va pouvoir jouer là-dessus, encore une fois, via des media queries ou du JavaScript pour pouvoir finalement adapter notre design à notre expérience et peut-être changer des choses en fonction de l'angle d'ouverture. Alors, de la même manière que lorsqu'on fait des media queries selon des différentes tailles d'écran, on n'a pas des valeurs fixes et finalement on a un truc qui flow et qui, on va dire, on définit des breakpoints et à certains intervalles, par exemple, je ne sais pas, au-dessus de, on va dire, 768 pixels de large, c'est le breakpoint entre mobile et tablette, par exemple. Bah, ça va être la même chose finalement que la device posture, seulement à la place de parler en pixels, on va parler en degrés d'angle d'ouverture. Et on va définir plusieurs postures de base. Par exemple, celle qu'on va appeler laptop, comme ça, celle qu'on va appeler book lorsqu'on tient le device un peu comme un livre à moitié ouvert, flat lorsqu'on l'a ouvert complètement à plat, tente lorsqu'il est posé comme ça sur une table. Celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle, tablette, je crois, justement, quand il est refermé entièrement et que c'est comme finalement si on n'avait plus qu'un device simple écran ou deux, selon comment on peut voir la chose. Donc voilà, on a donné des noms à ces différentes postures et après on peut les exploiter. Donc soit via des event listeners pour détecter lorsqu'on a un changement de posture en JavaScript, soit via des media queries pour pouvoir adapter du CSS. Alors à quoi ça sert? Vous allez me dire, bon c'est sympa, mais en vrai, en pratique, à quoi ça sert? Alors un exemple concret qui est déjà utilisé, par exemple, je crois que c'est le Galaxy Fold qui utilise ça. Mettons, j'ai mon device ici, alors celui-là, c'est pas tout à fait le même que j'ai en photo, mais voilà, où on est à plat, et on se dit, tant qu'on peut, on va maximiser finalement, lorsqu'on fait un call vidéo, on va maximiser la place qu'on donne à l'image, parce que c'est ce qui est le plus intéressant, on veut voir la personne à qui on parle, et on diminue finalement la partie UI, interface, au minimum. Mais si on a le device qui est à moitié plié, c'est peut-être pas top, on sait pas trop, on va peut-être pas voir la personne en entier si justement on peut retrouver des bouts au milieu de la pliure. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va finalement restreindre la partie vidéo à l'écran du dessus, et on va mettre l'interface pour qu'elle s'agrandisse et prenne la partie du bas, pour pas qu'on ait un visage plié en deux de la personne à qui on parle en face de nous. Donc voilà, ça sert à faire ce genre de choses finalement et à prendre en compte les différents cas d'usage selon comment on utilise son device. Donc, on a commencé déjà à pas mal parler, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va montrer quelques petites démos d'expérience justement, d'expérience utilisateur, de ce qu'on peut faire en utilisant toutes ces API là. Ah, c'est pas hyper net. Attends, est-ce qu'on peut diminuer la luminosité peut-être? Ouais, on voit à peu près. Alors, même si là, on est sur un device réel, juste un petit warning avant, on vous le disait en introduction, c'est des API qui sont expérimentales, et il faut aller dans les paramètres du navigateur. Alors déjà, ça marche que sur les navigateurs type Chromium, donc Edge, Chrome et tous les dérivés. Et il faut aller activer un truc qui s'appelle Experimental Web Platform Features pour pouvoir justement utiliser les API qu'on vient de vous présenter et pour pouvoir jouer avec et faire des choses avec ces trucs-là. Donc déjà, on active ça dans le navigateur. Et après, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme expérience utilisateur? Donc je vais commencer avec un truc simple que j'aime bien, c'est un jeu. Donc là, on est en mode web, c'est une bataille navale. Alors là, je suis en mode simple écran, donc c'est-à-dire que j'ai la fenêtre du navigateur qui est que sur la partie gauche finalement de mon device. J'essaye de démarrer une nouvelle partie. Voilà, et il me dit, on voit pas très bien, mais il me dit en gros, j'ai besoin de 2 écrans pour pouvoir jouer à la bataille navale, parce que on a notre écran et on a celui finalement de l'adversaire. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me basculer en mode double écran. Et là, automatiquement, la web app, elle s'est adaptée. Et là, d'un coup, je vois la position de mes bateaux ici sur un écran. Et là, j'ai les bateaux de l'adversaire que j'essaye de couler. On voit que déjà du premier coup, bam, je lui en ai shooté un. Donc voilà, on peut imaginer par exemple si on est en mode 2 joueurs, le jour où la Device Posture API sera vraiment disponible, on pourrait basculer en mode tente et par exemple chacun avoir son écran pour pouvoir jouer. Enfin voilà, on pourrait imaginer différentes versions qui tirent parti finalement de ce qu'on peut faire avec ce device-là. Hop, je vais rebasculer en mode double écran. Une autre petite démo, je me recentre un peu, qui est, je vais rebasculer en mode simple écran, voilà, qui est une galerie photo. Alors bon, une application assez classique, on a des photos. Si je clique dessus, j'ai la photo qui s'agrandit et on la voit en plus grand.
Comment on peut adapter ça, par exemple, pour tirer parti du double écran, si j'y arrive, j'ai les doigts qui glissent, hop. Et ben, on a toujours cette fois-ci notre galerie d'un côté, mais cette fois-ci, lorsqu'on va sélectionner une image, on va utiliser le deuxième écran pour l'agrandir et voir la vue en grand. Et on peut basculer de l'un à l'autre hop, de manière fluide, c'est-à-dire que voilà, je reste en mode plein écran sur la même image avec la superposition, et dès que je rebascule finalement en double écran, et ben, je sépare. D'un côté, j'ai ma galerie, de l'autre, j'ai mon image. Donc voilà, c'est des exemples de ce qu'on peut faire finalement en tirant parti de ces API-là. Et pour aller un peu plus loin, je pense qu'Olivier va vous montrer un exemple de code en live. Il nous reste 20 minutes. On va recoder la bataille navale en 20 minutes. Non. Ok. Je vais vous montrer un petit peu de code. Tac. Donc voilà, là j'ai un code, finalement. Zoom un peu peut-être. Ouais, hop, je vais surtout chercher la démo. Ok, là j'ai une page web. Il y a 4 carrés, un bleu, un jaune, un rose, un vert, rien de bien particulier. Et quand je regarde mon code aujourd'hui, non, ça c'est grand. Il ressemble à ça. J'ai un fichier HTML où j'ai mes 4 divs, hein, avec chacun une classe bleu, jaune, rose et vert. Et j'ai un fichier CSS avec, donc pour chacun des sélecteurs CSS, un carré qui fait 100 pixels par 100 pixels, comme vous l'avez vu, et puis un background color qui correspond finalement à la valeur du sélecteur CSS. On va voir comment effectivement je peux adapter mon interface pour qu'elle s'adapte au foldable device. Alors, je ne vais pas revenir sur Yoann qui vous a montré comment on jouait directement avec. Il faut activer le flag, effectivement, dans le navigateur. Quand vous ouvrez les DevTools dans votre Edge ou votre Chrome ou votre navigateur, vous avez souvent cette petite vue-là qui vous permet d'émuler un téléphone. Vous avez une liste de téléphones. Il faut savoir que dans la liste de téléphones, vous pouvez activer le fait d'avoir le Surface Duo et Galaxy Fold. Pour vous montrer comment ça fait, vous allez cliquer sur les préférences là-haut des DevTools. Vous allez dans Experiment et là, vous pouvez aller Emulation Support Dual Screen Mode, vous l'activez et du coup, vous avez après le Surface Duo et le Galaxy Fold qui s'affichent ici. Donc là, par exemple, si je me mets sur Surface Duo, donc par défaut, je suis sur un téléphone qui est ouvert, mais je peux basculer sur 2 écrans. Donc là c'est quand il est ouvert, je peux dire, je veux qu'il s'ouvre dans l'autre sens. Vous voyez que mon CSS, pour l'instant, il ne change pas, c'est normal. On n'a pas adapté. Si je retourne dans mon fichier, là, et que... donc vous avez la Media Query, encore une fois, celle qui marche dans les navigateurs. Hein. Je sais que je me répète, mais c'est pas celle qui marchera dans 6 mois parce que c'est plus celle qui est en draft, mais aujourd'hui, c'est celle qui marche. Donc vous allez mettre la Media Query, donc screen spanning avec un single fold vertical, qui va donc s'exécuter quand j'aurai mon device qui est ouvert avec la charnière verticale. Et si je prends par exemple, je refais mon sélecteur CSS pour ma box verte, et vous voyez que là, j'ai ma box verte du coup qui est passée sur l'écran en bas à droite, et si je repars sur un seul écran, j'ai toujours mon CSS normal, et quand j'ouvre, je suis comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai mis dedans? Finalement, je l'ai mis en position absolue, hein, j'ai dit que je voulais qu'il soit tout en bas, et je voulais le placer par rapport à la gauche en disant que je veux qu'il soit donc à la position de la fin de l'écran de gauche plus la taille de la charnière, ce qui fait qu'il va se retrouver ici. Et c'est là que c'est important ce que je disais tout à l'heure, la charnière il faut la prendre en compte, même si vous êtes sur un Galaxy Fold où elle fait 0, il faut quand même se dire qu'au cas où, il faut la prendre. Parce que si jamais je disais juste, je veux que ma box elle soit après l'écran de gauche, j'aurais eu quelque chose comme ça. Vous avez votre box qui est en fait cachée en partie par la charnière. Donc bien penser à le mettre même si la valeur peut être égale à 0. Vous avez du coup, pareil, hein, si je prends pour le rose, je peux avoir quelque chose de différent comme ça. Hein. Je lui ai dit que je veux qu'en largeur, je veux qu'il fasse toute la taille de l'écran de gauche. Et pareil, en position absolue, donc en bas et collé à gauche. Et du coup, ça me sort quelque chose de comme ça. Hop, je vais toutes vous les faire. Pour la jaune, un peu plus compliqué la jaune. En largeur, je veux dire qu'il fait donc la largeur entière de tout mon téléphone, hein, donc 100 VW, moins la taille de l'écran de gauche, moins la taille de la charnière. Ce qui fait qu'à la fin, ça me donne la taille de l'écran de droite. Ça fait un gros calcul, mais ça me donne la taille de l'écran de droite. Et par rapport à la gauche, je veux qu'il commence à la fin de l'écran de gauche plus la charnière. Du coup, je vais sauvegarder mon fichier. Je vais avoir mon bloc jaune qui s'affiche ici. Et puis, si je prends le bleu juste pour le sport, hop, le bleu, voilà, pareil, en position absolue, tout en haut. Je veux juste qu'il soit à la fin de l'écran de gauche, moins 100 pixels. Donc, en fait, il va se retrouver juste à la fin de l'écran de gauche ici parce qu'il fait 100 pixels. Donc je reviens sur un écran ouvert ou alors sur un téléphone normal, j'ai ce CSS, je reviens sur un écran comme ça,
j'ai ce CSS-là qui s'applique. Par contre, si je le tourne dans l'autre sens, j'ai toujours le CSS par défaut qui s'applique. C'est là que ça commence à faire beaucoup de CSS à écrire. Hein. Les développeurs web dans 10 ans, entre le desktop, le mobile et les foldables, on n'est pas sorti. Et si jamais, alors je ne vais pas tout vous la montrer un par un, mais voilà, là j'ai créé une media query dans le cas où je suis donc dans l'autre sens, donc j'ai un single fold horizontal, quand ma charnière est à l'horizontale. Et du coup, là, je vais me retrouver avec un CSS qui s'applique quand je suis comme ça, un CSS qui s'applique quand je suis comme ça, et un autre CSS qui s'applique quand je suis sur un mobile, et vous pourrez même en avoir un autre sur desktop. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on peut faire qui sont sympas. Côté JavaScript, pour vous montrer assez rapidement, on a l'event donc resize qu'on vous a montré tout à l'heure sur les slides. Si jamais, hop, je fais un petit console log dedans pour vous montrer que dès que je resize finalement, si je veux afficher ma console, dès que je resize mon téléphone, voilà, que je mets dans un sens dans l'autre, je l'ouvre, ça me trigger un event et j'ai le petit console.log qui s'affiche là. Le console.log, on s'en fiche. Nous, ce qu'on veut, c'est, en l'occurrence, je vais vous montrer comment afficher la liste des viewports. Tac, j'ai une petite méthode qui est déjà écrite là, qui va donc appeler la méthode de window.getWindowSegment, qui va récupérer la liste des viewports, donc encore une fois l'ancienne API mais qui est implémentée. Et je vais juste faire un console.tab. Console.tab, si vous ne connaissez pas, c'est si jamais vous essayez d'afficher un CSS et qu'il est assez bien formaté avec des objets similaires, ça va vous l'afficher sous forme de tableau. Et ça, hop, je vais même l'appeler directement. Oh là. Je vais l'appeler directement quand je lance ma page et puis à chaque fois que j'ai l'event resize qui est trigger. Donc qu'est-ce qui va se passer? Voilà, j'ai là un tableau avec mes deux écrans, vous voyez, qui s'affichent. Et à chaque fois que je vais le resize, voilà, j'ai plus qu'un seul écran dans mon tableau. Je le tourne, je le rouvre, vous avez les écrans qui s'affichent comme ça. Un truc qui est intéressant, on reviendra un peu sur les slides après, mais pour débugger des applications, soit vous avez l'émulateur que vous avez dans les DevTools, que je vous montre là. Vous avez aussi la possibilité, si vous avez la chance d'avoir un vrai device, de pouvoir débugger directement sur le device. Vous avez quelque chose qui s'appelle les Remote DevTools, je crois, dans vos navigateurs. Donc sous Edge, c'est edge://inspect, pareil pour Chrome://inspect, dans lequel vous pouvez aller voir les devices qui sont connectés en USB. Donc là, j'ai mon Surface Duo. Et donc, je vais pouvoir aller même inspecter directement là, mon code qui est en local, qui tourne sur 127.0.0.1. Je vais pouvoir aller ouvrir mes DevTools directement. Et vous voyez que là, si jamais je bouge mon écran, vous voyez que j'ai les choses qui s'affichent. Hop, dans l'autre sens. Si jamais je l'ouvre, je vous disais tout à l'heure, quand on le ferme complètement, tac, quand je le ferme complètement comme ça, finalement, c'est considéré comme un seul écran, parce que celui derrière s'éteint. Et donc voilà, si je le rouvre, si je passe sur deux écrans, vous avez à chaque fois du coup les events qui sont trigger avec, j'avais un écran juste avant, là j'en ai deux. Chose que je vais vous montrer, c'est que vous voyez là j'ai deux écrans qui font chacun 540 de large et 596 de haut. Et je vous parlais tout à l'heure du fait que les viewports ne sont pas toujours la même taille. Si jamais je le passe dans l'autre sens, vous voyez que là j'ai deux écrans qui font la même largeur, mais il y en a un qui fait 464 et l'autre 540 de hauteur. Parce qu'effectivement j'ai cette petite barre d'adresse en haut qui prend de la place en plus. Je crois que c'est à peu près tout sur la démo que je voulais vous montrer. Tac, c'est pas le bon. Ici. Je te reprends la main. Et ben allez, hop, on repasse en plein écran. On va parler maintenant, justement, on a montré un peu ce qu'on pouvait faire, et si on parlait finalement de design pattern côté UI, côté user experience, qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec tout ce qu'on vient de vous montrer. On montre des exemples, mais comment ça s'implémente dans nos applications telles qu'on les connaît tous les jours. Alors, il y en a quelques-uns qui ont commencé des grands design patterns, vous avez peut-être déjà des idées en tête. Celui par exemple qui est utilisé dans la démo de galerie que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le fait d'avoir d'un côté finalement une liste de données et de l'autre côté des details lorsqu'on va cliquer sur un élément. C'est la même chose finalement que ce qu'on a lorsqu'on est sur une tablette, seulement au lieu d'avoir un écran qu'on a splitté, on est sur du multi-écran. Donc celui-là on le connaît la plupart du temps déjà bien si on fait du mobile. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre ? On a celui qu'on appelle Companion Pane, finalement, de se dire, alors ça c'est plutôt à utiliser lorsqu'on est en mode comment ça s'appelle, laptop, pseudo-laptop, ou lorsqu'on tient le device justement à deux mains, c'est de se dire, on va garder un écran pour afficher de l'information et un autre pour interagir. Donc comme par exemple ici dans cet exemple où on a carrément
un écran qui est dédié au clavier et l'autre qui est dédié à l'affichage de notre discussion. On peut aller un peu plus loin, si tu me remets la souris. Désolé, c'est de couper Merci. les notifs. De se dire finalement, on peut utiliser les deux écrans pour afficher des informations. Là, je suis reparti sur un exemple de jeu sur la 3DS où finalement les deux écrans affichent des informations différentes qui sont tout aussi utiles. Donc voilà, on tire parti des deux écrans pour donner deux points de vue différents. C'est une autre façon aussi d'utiliser ça. Et à l'inverse, on peut utiliser les deux écrans pour interagir sur des domaines différents. Donc là, je prends l'exemple d'une application par exemple qui permettrait de mixer. Finalement, on a un écran qui est dédié à chacun à une platine et sur les deux, on peut interagir et chacun finalement a sa platine dédiée. Donc voilà, c'est des idées de comment finalement tirer parti du fait d'avoir soit plus d'espace, soit plusieurs écrans pour justement enrichir finalement nos applications avec ça. Alors, comment on développe pour ça? On vous l'a déjà montré un petit peu en intro, mais comme on vous laisse les slides, et je sais qu'il y a souvent des curieux dans la salle, on voulait aussi le mettre voilà, pour que vous puissiez avoir les infos derrière. Donc, il y a quelques flags activés dans le navigateur, il y a quelques cases à cocher dans les DevTools pour activer, je ne vais pas forcément revenir dessus. Si ça vous intéresse plus tard de revenir, voilà, au moins vous aurez tous les liens. On a un truc aussi qui est pas mal utile, c'est que si vous n'avez pas la chance d'avoir le device, moi je me suis fait piéger au tout début quand j'ai commencé à coder les premières démos, ça marchait très bien dans les DevTools, dans l'émulateur du navigateur, et le jour où j'ai reçu mon device, les démos ne marchaient plus. Et j'étais content parce que c'est plutôt des collègues à moi qui ont testé et qui m'ont dit ça marche pas ta démo, et moi je fais ouais mais j'ai pas de device, comment je fais, moi ça marche. Vous connaissez le fameux moi ça marche en local, mais en vrai je pouvais pas vraiment tester. Donc comment on fait finalement pour avoir une version un peu plus réaliste de comment le comportement de notre application serait sur un vrai device? On a un émulateur Android qui a été un peu customisé justement, qui émule vraiment un Surface Duo en vrai, c'est-à-dire, je vous ai montré un peu une capture là sur la droite, c'est un peu petit, mais ça permet vraiment de simuler même l'angle de repliure. Et là, finalement, on a un vrai Android qui tourne avec le même browser qu'on a sur le vrai device. Et là, ça permet d'aller un peu plus loin pour débugger. Et la différence, c'est qu'il y a des API qui sont implémentés dans nos browsers desktop en mode émulation, qui ne le sont pas encore ou pas de la même façon dans les vrais devices réels. Parce que, comme on vous l'a dit, c'est encore très expérimental, ça n'avance pas forcément à la même vitesse sur les versions mobiles des browsers et sur les versions desktop. Donc voilà, il y a des différences de comportement. Donc c'est bien, si on veut aller un peu plus loin, de tester, on a toujours cette solution-là, d'avoir finalement un vrai émulateur Android qui simule un device, avec toutes les interactions qu'on a pu vous montrer, le fait de glisser avec le doigt et des choses comme ça. Une autre façon de développer, ou en tout cas de commencer à pré-livrer des applications, alors en prod, bon, je ne dirais pas ça parce que c'est un grand mot vu l'état des API aujourd'hui, mais de se dire au moins de pouvoir tester ça quand on n'a pas le device ou même quand on ne veut pas ouvrir les DevTools, de faire tester au moins l'expérience utilisateur à des gens. Quand les API ne sont pas implémentées, on a quelque chose de sympa qu'on a dans le monde du web en général, qui s'appelle des polyfills. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. En général, à quoi ça sert des polyfills? Ça sert à rajouter des API qui n'existent pas encore dans les navigateurs, tout simplement. Alors c'est là où ça commence à devenir compliqué, parce que c'est pas implémenté aujourd'hui de la bonne façon. Olivier vous l'a montré, vous a fait la démo sur les anciennes versions des API, donc on a une implémentation mais qui n'est pas tout à fait la bonne. On a des polyfills qu'on peut utiliser pour simuler, même si on n'a pas activé justement tous les flags qui vont bien, même si on n'est pas dans les DevTools pour pouvoir jouer avec ça, mais on n'en a pas pour tout. Donc on vous a fait un petit tableau de récap. Grosso modo, aujourd'hui, ce qui est implémenté dans le navigateur, c'est l'ancienne implémentation pour tout ce qui est CSS Spanning et Windows Segment. On a un polyfill pour la nouvelle version. On a un polyfill aussi pour l'ancienne version, mais bon, elle n'est pas très utile, celle-là. Pour Device Posture, on n'a pas d'implémentation réelle. On ne peut pas encore l'utiliser sur des vrais devices, donc on ne peut pas faire des belles démos où on vous montre comment une application s'adapte selon l'angle de pliure. On a un polyfill par contre, mais alors il n'est pas très intéressant dans le sens où le polyfill, finalement, c'est une API et il faut setter l'angle à la main. C'est-à-dire qu'il ne va pas être capable de détecter l'angle du device. C'est à vous de faire un bouton ou un slider pour dire je change l'angle. Bon, ça permet toujours de tester que notre application fonctionnerait si on avait cette API-là, mais ça limite quand même ce qu'on peut faire avec. Et pour la nouvelle API CSS de Windows Segment, on n'a même pas de polyfill, donc aujourd'hui on est un peu coincé. Il faut attendre que les pull requests qui sont en cours justement pour implémenter la nouvelle version de l'API soient mergés. Donc bon, voilà. Quand je disais que c'est expérimental, on est vraiment un peu en avance de phase pour vous montrer ça. Et pour aller un petit peu plus loin, alors il me reste combien de temps? Il me reste 5 minutes, c'est parfait. Olivier vous a montré finalement comment en utilisant les API de base,
on pouvait commencer à jouer avec ce qui est déjà implémenté, ce qui marche sur les devices. Moi, j'ai essayé d'aller un cran plus loin, c'est-à-dire de m'imaginer, on est déjà dans un mode où les API existent, ou peut-être pas encore tout à fait, mais on peut commencer à livrer en production des applications qui tirent parti de ces API-là, parce qu'elles ne sont plus derrière un flag et qu'on veut commencer à jouer avec et améliorer l'expérience de nos web apps. Et de se dire, finalement, nous, on est des développeurs, on ne va pas forcément s'amuser à chaque fois à aller faire toute la gymnastique qu'Olivier vous a montré et implémenter la variante haut, bas, gauche, droite, tous les écrans, il y a une pliure, il n'y a pas de pliure, etc. Et souvent, qu'est-ce qu'on fait en général? On passe par des librairies qui vont nous simplifier ça. C'est déjà le cas aujourd'hui pour le responsive design, qui aujourd'hui code ses breakpoints vraiment de zéro lorsqu'il veut faire du responsive design. Alors, je l'ai déjà fait, allez-y, s'il y en a Si, moi je le fais. Qui implémentent, il y en a quelques-uns, et qui utilisent des librairies plutôt pour implémenter un responsive design si vous faites des web apps. Un peu plus. Voilà, donc ça ne veut pas dire qu'une approche est mauvaise, c'est juste que si on veut gagner du temps, et surtout, vu l'état des API, si on veut aussi avoir finalement une implémentation qui va être résistante aux mises à jour, passer par une couche d'abstraction, donc une librairie, ça peut être utile. Donc, oula, je suis allé un cran trop loin. J'ai essayé de jouer un peu avec les API qui étaient dispo, et j'ai essayé d'imaginer une librairie. Alors bon, ça va être pour Angular, mais j'ai un collègue, je crois, qui a fait à peu près la même chose pour React. Et si quelqu'un veut s'amuser à essayer d'implémenter ça pour Vue, je me suis mis un challenge, je me suis dit, j'aimerais bien pouvoir tirer parti justement de ce qu'on peut faire avec ces nouveaux devices, mais sans avoir à finalement modifier le CSS de mon application existante. Donc forcément, il va y avoir quelques modifications dans le code, mais j'aimerais pas avoir justement à me prendre la tête avec le CSS, à essayer de réfléchir à tous les modes. Quand je veux implémenter mon application, j'aimerais me dire, voilà, j'ai ma web app, j'aimerais supporter le mode dual screen en mode à peu de frais. Comment je pourrais faire ça et comment je pourrais imaginer une API pour faire ça? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous remontrer, je vais repartir du code de la démo qu'on avait tout à l'heure, qui était celle-ci, la galerie. Et je vais vous montrer finalement comment ça s'implémente. Alors c'est une démo qui existait déjà, qui était codée en CSS et JavaScript brut. Je l'ai réimplémentée en Angular sans toucher le CSS. Et après, j'ai refait une implémentation en Angular en utilisant la librairie que j'ai faite juste pour jouer avec et voir un peu ce que ça pourrait donner et dans quelle mesure ça nous simplifie un peu le boulot. Donc, comment ça se présente côté code? Si j'arrive dans la librairie, donc là je suis dans la version CSS. Grosso modo, l'application elle se compose ici de 4 composants. Donc c'est ce que j'ai ici. On a un composant galerie, qui est la fameuse liste où on a les photos qu'on peut faire défiler. On a un composant un peu placeholder qui va prendre la place finalement de la charnière, ou aucune place si on n'a pas de charnière, mais voilà, si on en a une, ça va éviter qu'on mette du contenu dans cet endroit-là. Et après, on a deux façons finalement d'afficher la photo en plein écran. On a soit ici la partie Details, c'est-à-dire celle qui va s'afficher uniquement lorsqu'on est en mode dual screen, donc afficher un composant dédié à afficher l'image sur un deuxième écran, ou alors celui qui va venir en superposition et qui va s'afficher dans le cas uniquement où on n'a pas finalement de mode dual screen. Donc voilà, l'application reste assez simple. Là où on va commencer à regarder, c'est que finalement, on a des media queries déjà ici dans mon composant principal pour essayer de déterminer la direction selon que j'ai mon device ici qui est en portrait ou paysage. On va avoir des media queries ici, si j'ouvre le composant galerie, on va retrouver, alors pas celle-là, mais voilà celle du bas, les media queries encore une fois avec les single fold ici. Pour s'adapter à l'orientation, pour s'adapter justement finalement quelle taille il va falloir que je prenne selon l'orientation, selon ce que je voudrais faire. La petite subtilité aussi, c'est que ce que j'ai voulu faire, c'est que lorsqu'on était en mode vertical, c'est-à-dire pseudo-portrait, je ne sais pas trop comment on pourrait dire ça, mais en gros la galerie était sur l'écran du bas. Par défaut, l'écran numéro 1, ça va plutôt être sur l'écran du haut, mais du coup, j'inverse l'ordre des écrans pour me dire l'interaction, c'est plus sympa quand c'est l'écran qui est au plus proche de nos pouces, donc l'écran du bas, et on va utiliser l'écran du haut pour afficher les infos. Donc ça demande aussi justement une petite gymnastique encore côté Media Query. Si on va dans le composant d'après, notre fold ici, c'est pareil. Alors lui, il faut qu'il utilise justement les variables d'environnement pour déterminer la place qu'il doit prendre ou s'il doit prendre de la place. Encore une fois, on retrouve des media queries à cet endroit-là. Et on a encore deux. Alors le details ici, on va le retrouver
encore avec des media queries pour savoir s'il s'affiche et s'il ne s'affiche pas et où est-ce qu'il doit s'afficher, à quel endroit justement on va le positionner. Et pour le full view, encore une fois, on va retrouver une media query pour dire finalement de le cacher quand on est en dual screen. Donc ça fait beaucoup de media queries. Dans finalement notre application qui a 4 ou 5 composants, elle est très simple, mais on retrouve des media queries partout et on se rend vite compte qu'à maintenir, surtout si les API se mettent à changer du jour au lendemain, ça ne va pas être simple. Donc j'ai fait un peu le challenge de me dire, voilà, on va faire une API Angular qui nous permette de refaire exactement la même chose, mais sans avoir à toucher au CSS. Et ça donne quoi? Alors je ne dis pas que ce sera la solution à implémenter, mais ça pourrait être une idée de solution de type de librairie qu'on pourrait avoir dans le futur. Alors on va retrouver nos composants. On en a 3. On n'a plus de composants fold. On retrouve notre composant ici, galerie. Alors désolé pour la mise en page, il y a Prettier qui est passé par là. Ça ne fait pas forcément très joli, mais voilà. On a toujours notre composant details, qui est la version dual screen de notre image en grand, et on a la version full view. Et le tout, par contre, finalement, a été mis cette fois-ci dans un conteneur que j'ai appelé justement Foldable Split Layout, pour dire finalement en mode foldable, j'aimerais bien avoir un layout en mode split, c'est-à-dire d'un côté un composant, de l'autre côté un autre composant, et de me débrouiller avec ça. Alors, il y a plusieurs modes. Ça, c'est plus pour dire quel CSS va être injecté. Donc, l'application était codée en flex, donc je réutilise du flex. Et le reverse, c'est pour dire finalement dans quel ordre on va utiliser les écrans lorsqu'on bascule de vertical à horizontal. Et ce qui est intéressant à regarder, c'est que, alors bon, vous allez me croire sur parole parce qu'on est à la fin du temps, mais en fait, si on regarde les styles, vous voyez que déjà il y en a beaucoup moins. Et en fait, il n'y a plus aucun CSS, il n'y a plus aucun media queries qui est lié juste avec le code que vous avez devant les yeux. C'est-à-dire que j'ai rajouté ce FD Split Layout, j'ai rajouté ici une directive window pour dire finalement, je vais le mettre sur mon premier Windows segment de ce composant-là, je vais le mettre ici sur le deuxième, et là je vais dire finalement, lorsque je suis en mode multiscreen, j'affiche celui-là, et lorsque je suis en mode single screen, c'est celui-là qui va s'afficher, et j'ai rien de plus à faire. Donc voilà, c'est plus une idée de à quoi ça pourrait ressembler une API, une librairie dans le futur qui pourrait nous aider à faire des applications, et on peut se rendre compte que ça pourrait être finalement pas si compliqué que ça. Donc voilà, merci. On a le lien vers les slides, le lien vers tous les liens qu'on a pu montrer, les démos, etc., si ça vous intéresse de creuser. Et puis n'hésitez pas à nous alpaguer un peu plus tard sur le stand si vous avez des questions, si vous voulez discuter de ça. Si vous voulez voir le téléphone et tester un petit peu, on est sur notre stand aussi, n'hésitez pas à venir parce que je crois qu'on est un peu short sur les questions. Ça. Oui, bon, peut-être que les gens ont envie de prendre une pause. En tout cas, si vous avez des questions, on peut les prendre. Sinon, bonne fin de conférence et merci beaucoup pour votre attention. Ouais, non, mais t'as bien fait, j'ai vu.